La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Vincent, accrochez votre ceinture, nous allons faire un voyage dans l'espace. La conquête spatiale figure en effet au cœur des activités de l'entreprise de notre invité, APCO Technologies, installée dans le canton de Vaud. À Aigle, nous verrons aussi que l'entreprise familiale est active dans d'autres domaines technologiques comme le nucléaire. Aude Pugin est notre invité aujourd'hui sur le plateau de B2B. Bonjour Aude Pugin. Bonjour. Pas de faille ni de défaut. Ce sont les mots de l'entrepreneur Victor Bourré pour décrire votre parcours sur un plateau télé. C'était il y a 2 ans. Il est vrai que l'on ne peut être qu'admiratif devant votre trajectoire professionnelle qui commence dans les affaires après l'obtention d'un brevet d'avocat. Vous travaillez 9 ans pour un family office grec, je crois, avant de rejoindre votre père chez APCO. Pas de faille ni de défaut. Ça correspond à la vision que vous avez de votre parcours ? Non, j'espère pas, parce que je pense qu'on apprend aussi de ses échecs. Donc, j'ai des défauts, je vous le confie. Il faut avoir des failles, et puis surtout, je pense qu'il faut les écouter, hein. On parle souvent de la culture de l'échec en entreprise. On n'est pas très fort en culture de l'échec. En Europe, en général, l'échec est stigmatisant. Et donc voilà. Non, des défauts et des failles, et construire dessus. Voilà. L'échec est stigmatisant aussi en Suisse, hein. Quand vous comparez avec d'autres pays En Suisse aussi. Alors, est-ce qu'il l'est autant que dans les autres pays européens? Mais c'est vrai que quand on essaye de monter une entreprise et que ça fonctionne pas, on a cette peur un peu de l'échec. Et puis, je pense que des fois, ça paralyse. Ce que je veux surtout dire, c'est que aux États-Unis, par exemple, quand on ne réussit pas du premier coup, on parle d'un entrepreneur qui a essayé de monter 3-4 entreprises avant d'y réussir. J'entends moins la même story en Europe et en Suisse, alors que voilà, il faut de la résilience. Elon Musk a réussi plusieurs fois à tweeter sur le fait qu'il n'avait pas réussi à récupérer certains étages du lanceur, en disant que ce en quoi ça l'avait fait progresser. On entend plus dès qu'il y a un projet industriel qui ne va pas directement droit au but. Il y a peut-être plus cet écho négatif dans les médias et dans l'opinion publique, parce que c'est que le reflet de l'opinion publique. On parle de storytelling, de raconter un échec dans les médias. Vous êtes aussi présidente de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. 3300 entreprises, un petit peu plus, y sont représentées. Hors de la scène publique, entre eux, les entrepreneurs, vous les entendez parler de leurs échecs parfois, se les raconter. C'est moins tabou dans un salon, on a 3-4 personnes que sur une scène. C'est moins tabou. Puis alors après, l'échec, c'est pas forcément l'échec retentissant de la fin d'une entreprise, mais c'est les problématiques. Et je pense que c'est une des fonctions des chambres de commerce. Il y a le relais entre l'économie et le politique, mais il y a le fait de créer des réseaux dans lesquels on peut parler de ces problématiques. Et c'est vrai que, voilà, venant d'une entreprise dans le spatial, dans le nucléaire, dans le naval, très forte valeur ajoutée, domaine de niche, on croit qu'on est un petit peu seul dans sa bulle. Et c'est vrai que quand on se met en réseau, on se rend compte que des problématiques au niveau des ressources humaines, au niveau de la stratégie, au niveau de toute une série de problématiques, il y a beaucoup de communalité. Et puis aussi, il y a en anglais, je m'excuse, j'utilise souvent des anglicismes, il y a les lessons learned from other industries, de voir d'autres principes, notamment, je reviens au spatial, Elon Musk, quand il a fondé SpaceX, il a pris un tiers de gens du spatial, mais un tiers de gens de tout ce qui est IT, du monde digital, et puis aussi un tiers de gens de l'industrie automobile pour aller justement vers ces process, cette fabrication et cette réplication en série. Donc voilà, moi je crois à un écosystème riche qui partage. Le partage d'expérience et apprendre des autres, c'est ce que vous dites. Est-ce que c'est compliqué quand on dirige une entreprise d'exposer ses faiblesses finalement? Alors les exposer à l'interne de l'entreprise, c'est peut-être compliqué, mais c'est pour ça que c'est précieux d'aller raconter à ses pairs, peut-être pas ses concurrents évidemment, mais voilà, ça j'arrive pas. Je peux pas en parler n'importe comment, parce que en tant que directeur d'entreprise ou directrice, on doit montrer peut-être une infaillibilité, et donc de trouver le moyen de quand même d'apprendre, parce que raconter ces histoires, c'est aussi déjà mieux les comprendre, et donc éviter que ça se répète, hein. Tout à fait, et ça plaide encore plus pour partager au sein de personnes qui font des choses totalement différentes
des activités totalement différentes de la vôtre, parce que comme vous dites, c'est un petit peu compliqué d'aller partager vos faiblesses avec vos clients ou vos concurrents. Donc de pouvoir être dans des écosystèmes où les gens font d'autres choses mais ont des problématiques similaires, c'est très enrichissant et ça permet des échanges et de construire sur le long terme. Aude Pugin, peut-être connaissez-vous le concept des Fuck Up Night. On le rappelle, qui est né à Mexico, c'est en 2012, des soirées organisées où justement des entrepreneurs ont quelques minutes pour raconter un échec. On ne parle pas forcément, comme vous le disiez, de licenciement ou de faillite, mais d'un petit rien qui peut avoir quand même des conséquences sur une carrière. Si vous deviez participer demain soir à un Fuck Up Night, quelle serait l'expérience que vous auriez envie de partager ? Alors, je connaissais pas le concept. Ça doit être thérapeutique et cathartique. J'ai pas une expérience qui me vient à précise. Par contre, je dirais que un ensemble de fois où vous pensez que vous faites juste, mais vous faites faux, c'est quand vous pensez que vous devez parler que de ce qui va bien. Parce que autant à vos clients, à vos concurrents, il faut leur faire croire que tout va bien, mais quant à vos collaborateurs, alors parce qu'ils savent très bien quelles sont les faiblesses, et puis vous les inquiétez plus en leur disant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc voilà. Donc le fuck-up, ça serait de vouloir montrer justement cette image permanente, sans défaut, sans faille, parce que elle n'est pas crédible sur le long terme. Si vous ne parlez pas des problèmes et si vous ne parlez pas de ce qui ne va pas et de ce qu'on doit améliorer, vous perdez complètement la crédibilité en interne. Un fuck-up, ça peut être un problème qui a été mal appréhendé. Et je vais citer votre père qui disait « Être ingénieur, c'est avant tout savoir appréhender un problème avant d'avoir toutes les solutions ». Votre père André Pugin, ingénieur et fondateur d'Abco, il vous a transmis un peu cette manière de penser, de réfléchir dans votre éducation. Alors c'est très intéressant que vous fassiez référence à ça parce que j'ai revisionné cette vidéo qu'il avait fait pour la HES de Fribourg. Pour la promotion de son école d'ingénieur. Il l'avait fait en plein Covid. Et en fait, c'est marrant parce que quand je l'ai entendu dire ça, ça fait écho à ma propre formation. Moi, j'ai une formation d'avocate, j'ai étudié le droit. Et puis, en fait, ce qui ressortait, ce qui a été beaucoup dit de certains professeurs dans les études, c'est que le fondamental, c'est pas forcément d'avoir la réponse à tout, mais c'est de se poser les bonnes questions. Parce que si vous appréhendez la bonne problématique d'un problème, même si vous n'allez pas avoir la réponse juridique, parce que vous ne pouvez pas être dans tous les domaines du droit, c'est d'identifier les problèmes pour ensuite aller chercher la solution avec les gens qui pourront la résoudre, qui pourront résoudre le problème. Je crois beaucoup à l'intelligence collective, au fait qu'on est plus fort en équipe. Les valeurs d'Abco Technologies, c'est le customer focus et team spirit, encore de l'anglais, mais l'orientation client et l'esprit d'équipe, qui pour moi sont la face externe et interne d'une même valeur, qui est que voilà, on est plus fort, on est meilleur ensemble, et puis à cette dynamique de l'intelligence collective. Plus fort ensemble, mais pourtant vous n'avez pas suivi les mêmes pas que votre père, en tout cas au début. Vous n'êtes pas ingénieur, vous l'avez dit, vous avez fait des études de droit. Pourquoi avoir pris cette route-là complètement, je dirais, orthogonale et puis finalement être revenu quand même à l'entreprise? C'est un grand virage. C'est vrai qu'on dit que le droit mène à tout à condition d'en sortir. Et quelque part, entreprise familiale, il y a toujours un côté émotionnel dans l'entreprise familiale. On veut que ça reste dans la famille, mais surtout aussi un sens de responsabilité, c'est-à-dire que voilà, c'est un souci de continuité et le fait qu'un jour ou l'autre, ça puisse tomber sur mes épaules. Donc, autant s'y intéresser tôt que tard. Et puis, c'est vrai que... Mais ingénieur, vous avez pensé un jour, vous avez hésité Non, alors je ne sais pas si c'était par esprit de contradiction. Mais non, j'ai beaucoup apprécié mes études de droit. Je pense que ça me donne aussi la possibilité, je ne peux pas exactement rentrer dans les chaussures à l'identique du fondateur, parce que c'est aussi la force et la capacité incroyable de fondateur qu'il a eu pour créer l'entreprise. Mais sur le long terme, d'avoir autant de compétences et de savoir concentrer dans les mêmes mains et dans les mains d'une personne, ça peut aussi être une fragilité. Donc, quelque part, ça m'a forcé à créer une autre dynamique. J'ai toujours dit que j'étais un des éléments du plan de succession, mais pas le seul. Donc, on revient de nouveau à cette idée du collectif et de créer une équipe avec toutes les différentes compétences et la pointe des compétences dans chaque secteur. Vous parliez aussi de ce que c'est d'être un manager et vous avez déjà parlé notamment de l'importance de sortir de sa zone de confort, de se remettre en question, de prendre des risques. Quels sont les marqueurs qui permettent de se rendre compte qu'on est en train de stagner un peu dans sa zone de confort ?
Quand vous vous remettez pas en question, quand vous avez, enfin, je pense que la peur a une vertu positive quand elle n'est pas excessive, mais je pense qu'il faut chaque fois avoir un petit peu peur, parce que si vous n'avez pas un tout petit peu peur, c'est que vous prenez pas de risque au niveau de l'entreprise et que vous remettez pas vous en question. Donc moi je dis toujours, la zone de confort, c'est un endroit où on meurt. Je dis pas que dans une entreprise familiale, la croissance en termes de chiffres n'est pas un but en soi, mais vous devez toujours être meilleur, toujours être à la pointe de l'innovation. Donc, où vous avancez, ou vous reculez, pour ma part, je ne crois pas à l'immobilisme. Donc, ça veut forcément dire, c'est bien d'acquérir une zone de confort, mais vous ne pouvez jamais y rester parce que la vie continue, les choses changent. Je dirais même que les mutations s'accélèrent. Donc, c'est à ça que je fais référence. Donc c'est une auto-analyse quotidienne. C'est une remise en question, mais ça doit être une remise en question pas uniquement personnel, parce que vous ne pouvez pas tous les jours avoir des états d'âme de remise en question, mais par rapport à votre entreprise, de vous dire est-ce que j'ai les meilleurs process, d'avoir différents métriques pour savoir quel est l'objectif, et puis est-ce que je fais au maximum de mon potentiel, et est-ce que je peux mieux faire. Donc, On reviendra au modèle économique d'Abco en deuxième partie d'émission. Justement, avant de conclure cette première partie, beaucoup d'entreprises, la majeure partie dans le monde, sont familiales. Alors, au-delà de la vision d'avenir, qu'est-ce que ce modèle apporte de différent et de qualitatif ? Ça apporte de la stabilité, de la durabilité, une vision sur le long terme, parce que c'est deux choses. C'est de fait d'avoir le capital en main familial principalement, mais aussi le fait d'être impliqué dans l'opérationnel. C'est-à-dire que ça, en tout cas au titre d'Abco Technologies, ça nous donne une réactivité, une agilité, parce qu'on n'a pas tout notre top management qui passe 30% de son temps à faire du reporting, à faire des explications à un pool d'actionnaires et d'investisseurs qui ne connaît pas forcément la problématique, qui est peut-être un petit peu frileux et qui a plus d'aversion au risque. C'est pas prendre un risque, quand je dis sortir sa zone de confort et prendre du risque, c'est pas sauter dans le vide, mais c'est le risque mesuré, le risque qu'on comprend et qu'on connaît, et d'avoir une vision d'entrepreneur sur le long terme, d'investir pour demain et de ne pas être que dans cette logique de rentabilité à court terme que certaines sociétés, vu leur type d'actionnariat, doivent subir, mais qui induit une dynamique, une stratégie et toute une série d'obligations administratives qui sont bien différentes que ce qu'on peut se permettre quand on est une entreprise en main familiale. Une vision à long terme, ça veut dire que vous pensez aussi déjà à votre propre succession ? Je ne suis pas encore là. On va laisser mes enfants tranquilles. Dans quel âge ? Ils ont 12 et 16. Peu de temps encore. Et oui. Espace, énergie, navale, donc les trois activités d'Abco Technologies créées en 1992 par, on l'a dit, André Pugin, votre père Aude. Vous dirigez l'entreprise depuis 2017, après en avoir été la chef des finances pendant 8 ans. Alors avec vous, je le disais en introduction, on peut avoir un peu la tête dans les étoiles parce que vous participez à des projets très très loin dans l'espace. Il y a eu la mission Rosetta, par exemple, donc une sonde dont le robot Philae s'est posé sur la comète Chury. Il y a eu un programme aussi, vous participez aussi au programme Galileo, c'est le GPS européen, on va dire. Et puis il y a aussi le lanceur européen Ariane. En quelques mots, concrètement, qu'est-ce que vous fabriquez pour un de ces projets qu'on pourrait facilement donc, se représenter quand on ne connaît pas votre entreprise, hein ? Donc, on fabrique des équipements et on donne des solutions sur mesure pour les 3 domaines d'activité que sont le spatial, le nucléaire et le naval. Et pour reprendre l'exemple d'Ariane 6, on fabrique les attaches hautes et basses et le nez, donc la partie supérieure des boosters. Alors les boosters, c'est les fusées d'appoint qui sont un des éléments de propulsion. On les voit sur le côté de la fusée. Hein. Et puis Ariane 6, dont le lancement inaugural aura lieu cette année 2024, a des configurations avec 2 ou 4 boosters suivant la charge satellite qu'il contient. Donc c'est vrai qu'on est plus une société orientée projet, à faire des équipements sur mesure, mais ce projet-là, surtout avec le rythme de production une fois le lancement inaugural passé, va nous amener dans un vrai rythme de production pour poursuivre la cadence. Plus industriel, dans ce cas, c'est quel type de marché ? C'est combien de lanceurs qui sont prévus déjà ? Alors, ça dépend des entrées de commandes. On parle aussi du marché des constellations et Ariane 6 devrait lancer une constellation. Donc, ça veut dire potentiellement 18 lancements rien que pour cette constellation. Mais en moyenne, on va dire
entre 10 et plus lanceurs par année. Donc avec des configurations avec 2 ou 4 boosters, on parle d'une trentaine de jeux d'équipement qui devront sortir chaque année de nos halles à Aigle. À Aigle, et ça veut dire un chantier qui est donc là pour plusieurs années. Un chantier qui est là pour plusieurs années, absolument. Vous évoquez Aigle, donc l'entreprise est là-bas avec quelques 300 collaborateurs. Donc en Suisse, 400 collaborateurs au total, donc 100 à l'étranger. Vous communiquez peu de chiffres, c'est l'autre point des sociétés familiales, elles sont très discrètes. Mais c'était 3000 m², je crois, quand vous êtes arrivé à Aigle il y a quelques années. Aujourd'hui, vous occupez quelle surface? Alors, on a eu une forte croissance au niveau de la surface industrielle. Donc, on a commencé à Aigle avec 3000 m², comme vous le disiez. Aujourd'hui, on en a 12 000 m². Et c'est vrai que avoir 12 000 m² de surface de production, c'est une surface importante pour une société en Suisse romande. Donc, on se réjouit de cette... à l'ère où on parle des fois de désindustrialisation, nous, on a fortement augmenté notre présence sur site. Vous pourriez encore grandir sur place? On l'espère. Après, il faut aussi consolider. C'est vrai que des investissements immobiliers dans le canton, c'est des investissements importants. Mais oui, on a certaines perspectives qui, je l'espère, durant les années à venir, nous permettront de continuer cette croissance. Autre exemple qui n'a rien à voir, mais essayons aussi d'être concret, le nucléaire. Vous participez au chantier de ce réacteur type EPR, les nouveaux réacteurs nucléaires, à Bristol en Angleterre, Hinkley Point exactement. Là, le rôle d'APCO Technologies, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, j'aime bien parler de ce chantier parce que c'est le plus grand chantier d'Europe. On parle de 10 000 personnes, donc pas seulement en infrastructure d'énergie, mais le plus grand chantier d'Europe. 10 000 personnes sur site, 50 grues. La plus grande grue du monde qui s'appelle Big Carl, qui a une capacité de levage de 3000 tonnes et qui, justement, en fin d'année passée, a levé ce qu'on appelle un pont polaire. Alors, nous sommes le concepteur et le constructeur des ponts polaires de ces centrales nucléaires. J'y viens. C'est en fait un pont qui tourne sur le bâtiment réacteur circulaire. Donc, il va au sommet du bâtiment réacteur et c'est lui qui permet de rentrer les composants, le générateur de vapeur, pendant la construction de la centrale et aussi de faire des opérations de levage. Alors, pour vous donner une magnitude, c'est un pont de 45 mètres de long, 20 mètres de haut, qui fait 750 tonnes et qui a été levé en une fois par cette grue Big Carl. Il a été fabriqué à Aigle? Il a été fabriqué, testé, intégré entièrement à Aigle dans nos halles. Et donc, on en a livré un sur site qui a été monté. Et on en a un deuxième en construction dans nos halles. On teste actuellement dans nos halles. Et puis, le Royaume-Uni construit actuellement 2 centrales. Ils veulent en construire 2 autres dans le Suffolk. On parle aussi des 6 centrales EPR, donc comme European Pressurized Reactor, que la France va construire. Donc voilà, d'une culture projet, ça pourrait devenir un produit, même si on est dans le gigantisme. Et puis ça me tient à cœur de parler de cet exemple aussi, parce que le Royaume-Uni dit c'est comme ça que la Grande-Bretagne va atteindre le net zéro énergie, la neutralité carbone, parce que c'est une énergie stable, mais en plus complètement décarboné. Donc voilà, c'est le grand renouveau du nucléaire. Si on fait le point sur les différentes activités d'APCO aujourd'hui, laquelle croît le plus? J'ai envie de dire toutes, mais pas en même temps. C'est-à-dire qu'on a eu une forte croissance dans le cadre de notre activité navale, où on fait des machines d'assemblage et de soudage qui permettent d'intégrer des coques de navires et de permettre leur soudage au moyen de solutions robotisées. Donc ça, c'est aussi un vecteur d'innovation. On développe et on est devenu intégrateur de robots de soudage. Le spatial a été un peu mis en suspens dans le cadre du Covid, certains projets arrêtés. Il va y avoir le grand redémarrage avec Ariane 6. Beaucoup de projets satellites qui arrivent. On a aussi tous ces projets de l'Agence spatiale européenne qu'on fait dans le cadre de l'observation de la Terre, un programme qui s'appelle Copernicus. On vient d'investir justement lourdement dans une grande salle blanche, donc une salle qui a des conditions de propreté pour l'intégration des satellites. Et puis c'est clair que le renouveau du nucléaire offre de belles perspectives de croissance pour nous. Après, avant que ça se traduise en grands contrats industriels, ça prend toujours un peu du temps. Parce que le nucléaire, on sait que c'est des chantiers qui durent des années, Exactement. années. Il y a eu les EPR, vous l'avez évoqué, certains ont beaucoup de retard. Et puis, après, ce sont des têtes de série, donc des first of a kind. Ça prend toujours du temps avant de les mettre en service, mais je crois qu'il y a une dynamique qui s'amorce. Vous évoquez beaucoup de chantiers à l'étranger. C'est juste qu'il n'y a aucun projet en Suisse?
Non, on n'a pas de projet en Suisse. On est 100% à l'exportation. Donc, c'est pas sans poser des défis en termes de coûts, surtout avec la cherté du franc Du suisse, franc, ouais. qui s'est en plus accéléré. Le Avec, franc, c'était presque... on approche des 90 centimes pour 1 euro. Ça vous fait des cauchemars? Oui, c'est un facteur. Et puis, comme la presse s'en est fait écho, l'industrie l'exprime, c'est une chose d'avoir cette érosion de l'euro et cette appréciation continue du franc suisse, mais quand en plus ça s'accélère, quand une devise prend 4% de cherté en à peine un mois, on a beau parler du besoin de l'industrie d'être résilient, créatif, c'est un peu compliqué de se retourner. Et puis oui, il y a des produits à disposition sur les marchés financiers, mais il faut savoir que ces Pour produits... se couvrir, vous voulez dire? Pour se couvrir, des produits pour se couvrir par rapport au risque de change, mais ces produits comptent souvent presque la marge bénéficiaire qu'on a sur nos projets. Parce qu'on est dans le très long terme, on n'est pas dans des opérations de vente à 6 mois, c'est que c'est des projets qui vont se réaliser, comme vous le disiez avant, sur 2, 3, 4 ans plus. Et donc le coût de déport de ces produits financiers est très élevé. C'est quoi alors la réponse d'APCO quand on voit l'envolée du franc? C'est d'être résilient et puis voilà, de sortir de sa zone de confort et de faire toujours mieux. Après, on a aussi une chaîne de sous-traitance qui est en partie dans la zone euro, donc ça permet d'alléger un peu dans certaines compétences industrielles. Mais voilà, mais c'est pas c'est une période difficile. On n'est pas les plus mal lotis, mais il y a une partie de l'industrie pour qui c'est très difficile en ce moment. Et l'accès à ces marchés, on évoque souvent les difficultés de renouveler les accords avec l'Union européenne. Ça vous pénalise de quelle manière? Alors d'abord, c'est une magnifique. Le spatial est une magnifique façon de parler d'Europe, parce que la Suisse est un membre fondateur de l'Agence spatiale européenne. On a Qui n'est tendance à pas l'oublier. de l'Union européenne, il faut le préciser. Pardon, excusez-moi. Ma langue a fourché. L'Agence spatiale ne fait pas partie techniquement de l'Union européenne. L'Agence spatiale européenne ne fait pas partie de l'Union européenne, mais la Suisse est un membre fondateur de l'Agence spatiale européenne. En 1975, on faisait partie des 11 États fondateurs. Et donc ça nous a donné un accès continu, ininterrompu aux programmes de l'Union européenne, tels que les satellites d'observation de la Terre, Copernicus, que je mentionnais, tels que le programme Ariane 6. Et donc ça, c'est fondamental. Parce qu'effectivement, le fait, il est urgent de consolider, de développer la voie bilatérale en Suisse. On voit des entraves techniques au commerce qui réapparaissent. Alors, dans le domaine industriel, avec la directive machine qui va trouver son application. Dans le domaine des medtech, le fait de ne pas avoir d'accord sur l'électricité. Donc, tout ça, c'est des éléments qui pénalisent et on a besoin de la visibilité. Il y a aussi toute la question de l'accès au programme Horizon Europe, qui touche pas directement notre société, vu que justement on a ce cadre ininterrompu d'accès au programme de l'Agence spatiale européenne. Mais pour l'industrie, pour l'Académie suisse, le fait d'avoir certes des moyens financiers mis à disposition par le Conseil fédéral pour pouvoir continuer les projets, mais de les faire, si je peux me permettre, seul dans notre coin, c'est pas la même chose. C'est vrai que pour prendre une image qui est souvent utilisée au sein de l'EPFL, c'est comme jouer en Ligue nationale B ou jouer en Coupe d'Europe. C'est pas la même visibilité, c'est pas la même stimulation et émulation. Donc voilà. Donc j'ai hâte qu'on puisse reprendre ce type d'échange. Oui, parce que vous évoquiez les chantiers futurs possibles nucléaires en France. Alors là, vous servez un gros chantier en Grande-Bretagne, qui n'est plus membre de l'Union européenne. Mais si les chantiers se développent, se concrétisent en France, de pas avoir une bonne relation avec l'Union européenne, ça pourrait vous pénaliser lors de concourir pour obtenir des mandats sur ces chantiers? Oui, ça pourrait, mais je dirais que là, on a quand même développé avec le temps une position stratégique de concepteurs et de constructeurs de ces pompes polaires pour les centrales EPR. Donc, on peut espérer que c'est pas... Mais c'est des complications administratives. Il n'y a pas de concurrence, c'est ce que vous voulez dire? Il y en a peu. Il y en a peu. Donc, vous avez
Des cartes en main. Un dernier point dans cette deuxième partie, c'est le rôle de la science. Vous avez évoqué le programme Horizon, donc programme de recherche européen auquel la Suisse était associée. Elle ne l'est plus depuis que le Conseil fédéral a annoncé le projet d'accord cadre. Pour une entreprise comme vous, on a bien compris, dans des hautes technologies, la capacité d'innovation, l'excellence de la formation, ça, c'est un souci aujourd'hui. Vous craignez que voilà, les futurs recrues soient un peu moins bien formés si on est coupé de ces programmes? Alors oui, il y a le risque de formation et puis il y a aussi le risque d'attractivité. C'est clair que, alors on est très fort en innovation en Suisse traditionnellement, on peut en être fier et être fier d'avoir mis en place les conditions pour que cet incroyable écosystème d'innovation existe. Par contre, il y a beaucoup d'éléments qui viennent de l'étranger, de l'Europe ou au-delà, qui sont des professeurs, des étudiants qui viennent étudier en Suisse, qui développent des startups. Et si on se coupe de ça, si on perd aussi notre attractivité, parce qu'il faut savoir que de ne plus avoir accès, de ne plus participer à des programmes Horizon Europe fait aussi que l'attractivité pour, j'ai envie de dire, ces stars ou ces talents de l'international, sur le long terme, elle diminue aussi. Donc, à terme, ça peut aussi avoir un impact sur la formation. Mais je dirais que la relation entre la science et l'économie, c'est fondamental de créer des passerelles pour que la recherche fondamentale qui est développée par les instituts de recherche ou par nos écoles polytechniques fédérales puisse, par transfert de technologie, trouver application dans l'économie et dans l'industrie. Une dernière question sur la main-d'œuvre, on l'a très brièvement évoqué, mais aujourd'hui, c'est un frein à la croissance pour vous de trouver les bonnes personnes pour développer l'entreprise? Alors, je ferai un lien, ou je resterai un peu sur la dernière question, pour parler de notre collaboration avec les PFL. Je pense qu'il faut aussi être créatif pour trouver et former et créer aussi là des passerelles pour avoir la main-d'œuvre qualifiée. Apco Technologies, on est le fier sponsor de l'EPFL Rocket Team, dont tout le monde a entendu parler. Donc, cette équipe qui, année après année, fait un petit lanceur dans le cadre d'une compétition qui est chaque fois très bien classée. On les sponsorise. Alors, il y a le côté financier, mais surtout, on met à disposition notre bureau d'ingénierie, nos ateliers. Ils viennent réaliser leur tube central chez nous, dans nos ateliers. Donc, ça crée des liens. Ensuite, ils reviennent faire des stages. Et puis, il y en a plusieurs qui font, on en est ravis, partie de nos équipes. Donc, voilà, la pénurie de main-d'œuvre, on a évidemment besoin d'avoir un accès continu à la libre circulation des talents. Quand on a voulu grandir en pièces de vol, donc en satellite, c'était important pour nous d'avoir accès aux spécialistes qu'on puisse nous faire monter en compétences et puis qui aujourd'hui sont les personnes qui justement aident les talents de l'EPFL. Donc on voit que tout ça, c'est un écosystème qui se nourrit. Aude Pugin, pour commencer ce petit quiz de fin, en lisant différents portraits de vous, je me suis surpris à penser que vous deviez aimer les beaux garde-temps. C'est exact? Les beaux garde-temps. Les belles montres, la belle horlogerie. Ah oui, bien sûr, comme toute Suisse. Alors, la Space Watch, puisqu'on parlait d'espace par excellence, c'est la Moonwatch. Et Omega, d'ailleurs, la remise à jour avec une nouvelle version. Elle vous intéresserait un jour? Vous en possédez une, d'ailleurs, de Speedmaster? Non, je n'en possède pas, mais voilà, ça peut être un objectif pour le futur. Mais de façon générale, la fascination et l'émerveillement que continue à susciter l'espace, même si c'est plus un domaine de science-fiction, ça me ravit parce que voilà, je pense que le spatial, c'est ce qui pousse l'homme et la femme à se dépasser, à repousser les limites du savoir. Et donc, je pense que ça restera encore longtemps une source d'inspiration et de création, de montres et d'autres choses. Une limite à repousser pour vous, est-ce que ce serait un vol de tourisme dans l'espace, une expérience qui vous intéresserait? Absolument pas. Je pense que je serais terrorisée. Voilà, ça c'est un peu le côté. J'aime beaucoup le spatial. Je suis ravie de participer à ce dynamisme, mais les deux pieds bien sûr terre. Ça c'est mon côté terrien. Un film dans l'espace, vous seriez plutôt Guerre des étoiles ou Gravity? Gravity, sans aucun doute. Un jour, ça vous dirait de travailler avec Elon Musk sur ses lanceurs? Vous l'avez déjà rencontré? Non, je l'ai jamais rencontré, mais oui, sur un de ses nombreux projets. C'est le nouveau gourou
Je trouve impressionnant son côté touche à tout et visionnaire. Et je pense que voilà, quand il dit qu'il veut aller sur Mars, je pense que voilà, quand on parle de sortir de sa zone de confort, ça me fait penser à la citation d'Oscar Wilde que je cite souvent, c'est qu'il faut toujours viser la Lune, parce que même si on la rate, on atterrit dans les étoiles. Alors maintenant qu'on connaît mieux la galaxie, on sait que c'est pas tout à fait juste comme image, mais on comprend exactement ce que ça veut dire. Donc beaucoup d'admiration pour lui. Merci Aude Pugin Merci à vous. d'être passé nous rendre visite aujourd'hui dans B2B. Merci Frédéric. Merci Vincent. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles entreprises, de nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses aussi. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.